Bon après-midi à tous, il est 13h en Guinée, vous êtes sur Kavi TV et vous avez bien raison, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres: les exportations bauxitiques baissent de moins de 24%, une chute enregistrée du 14 au 20 octobre 2024. Mais comment cette décroissance a-t-elle été enregistrée dans les 7 ports minéraliers? Explication à suivre dans ce journal. L'état de santé de Toumba Diakité s'est-il nettement détérioré? En tout cas, son avocat parle d'un cas de hernie qui, selon lui, est en train de le ronger depuis la prison où il purge sa peine dans l'affaire du massacre du 28 septembre 2009. Une évacuation sanitaire est d'ailleurs nécessaire pour Maître Paul Yumba Kourma. Vous l'entendrez dans ce journal. Bonjour, les exportations de bauxite de la Guinée ont baissé de moins de 24% durant la semaine du 14 au 20 octobre 2024, constatée sur l'ensemble de 7 ports minéraliers. Cette décroissance a été enregistrée comparativement à la semaine précédente, selon nos partenaires d'Ecofond Guinée. Ces statistiques sont données par le ministère des Mines et de la Géologie, n'est-ce pas, Marabangoa? Il s'agit des ports minéraliers de Kamsar, Dapilon, Katogoma, Tarissa, Kokaya, Kimbo et Conakry. Les exportations se sont chiffrées à 2 428 103 tonnes pour 16 navires cette semaine, contre 3 201 397 tonnes pour 20 navires une semaine plus tôt, soit un repli de moins de 24%. Dans le top 10 des sociétés exportatrices de bauxite, la société minière de Bokeh occupe largement la première place avec une exportation de 1 082 769 tonnes contre 1 376 051 tonnes une semaine auparavant, soit une baisse de moins de 21%. Elle est suivie de la Compagnie des bauxites de Guinée avec 257 828 tonnes et de Chalco avec 220 393 tonnes. À noter que cette fin de la période hivernale devrait favoriser l'augmentation des activités bauxitiques en République de Guinée. La désignation et l'installation des conseillers de quartier ont eu lieu avec beaucoup de défis à relever pour les populations. Les besoins sont énormes pour les citoyens dans les quartiers et les districts. Les infrastructures dans tous les domaines sont réclamées à Andalaï et à Yimbayataneri. Par exemple, dans la commune de Ratoma et de Bessia, les attentes sont énormes en Sobaïlo-Baldé. Hamdallaï fait partie des zones où les manifestations sont récurrentes depuis des temps. Des observateurs lient ces perturbations politico-sociales au manque d'infrastructures de développement pour la jeunesse, notamment les écoles publiques, les terrains de football, les lieux de loisirs, entre autres. Avec l'installation de la nouvelle équipe dirigeante de Hamdallaï 2, les citoyens espèrent voir les choses changer pour le bonheur de tous. Il n'y a pas d'école primaire de proximité, il n'y a pas de centres de santé, donc vraiment nous demandons à ces nouveaux chefs de quartier d'aller vers les autorités pour qu'on puisse vraiment avoir ces trucs de base, parce que la santé, l'éducation, c'est l'élément de base pour le développement. Chose que nous tentons de résoudre chaque fois qu'ils nous appellent, on règle les problèmes à l'amiable. Mais nous demandons à l'autorité de nous aider à avoir des infrastructures publiques. Surtout, ça pourra beaucoup nous aider pour canaliser les jeunes, les encourager à prôner la paix. À Yimbayataneri également, un quartier de la commune de Bessia, les mêmes discours et sollicitations sont véhiculés. Les demandes sont nombreuses chez les citoyens. Il y a entre autres les routes, les écoles, les maisons des jeunes et les terrains de football. On ne veut pas citer tout, mais ce qui concerne au niveau des jeunes, regardez le terrain qui est là. Vous voyez, c'est un espace vraiment qui n'est pas du tout à son nom. C'est vraiment, on n'a pas de... comment on appelle? On n'a pas de terrain, on n'a pas les maisons des jeunes, ça nous manque. Il n'y a pas d'école publique. Vraiment, non, comment on appelle? Il n'y a pas de centre de santé dans notre quartier, pas du tout. Connaissant ce quartier, pour y avoir résidé depuis les années 60, donc je sais que la population me fait confiance aujourd'hui et ils montent dans leur cœur pour réparer certaines situations déplorables de ce quartier.
Et parlant d'installation, des oppositions sont observées dans certains quartiers. À Simbaya École, par exemple, le nouveau conseiller de quartier n'a toujours pas eu accès à son bureau depuis son installation. Ibrahima Surikonde, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été vivement désapprouvé par des jeunes qui demandent son remplacement. Le récit, c'est avec notre reporter Amara Bangoa. Jusqu'à son arrivée, tout semblait bien parti. Mais la promesse d'une passation de service acceptée de tous se voit compromise par la colère d'un groupe de jeunes, avec des pancartes en main sur lesquelles on peut lire « Non » ou encore « La place aux bons dirigeants ». Ces jeunes récusent le nouveau conseil de quartier de Simbaya École. Le chef de quartier qui est là, on ne veut pas de lui. Ils n'ont qu'à nous envoyer un autre. Nous préférons qu'on déporte quelqu'un d'autre, mais lui, non. La contestation se déroule au même moment que l'installation et la composition du nouveau bureau. Avant ce jour, les jeunes contestataires soutiennent avoir plusieurs fois avisé les autorités administratives, mais en vain. Ce n'est pas parce qu'on a une liste à imposer. Non, mais il faudrait revoir la situation, mettre quelqu'un qui pose. On est allé, on a envoyé la lettre à la mairie, le gouvernement, le ministère. On a adressé les lettres un peu partout. Huillé par des jeunes qui désapprouvent sa nomination, à la fin de la cérémonie, Ibrahima Surikonde a été escorté par des gendarmes mobilisés pour la circonstance. Aux dernières nouvelles, jusque dans la matinée de ce lundi, le nouveau président n'aurait pas eu accès à son bureau. Dans la commune de Sonfonia, par contre, aucune contestation. Les nouveaux membres du conseil du quartier Manguesari saluent le nouveau découpage, suivi la réaction de quelques membres au micro d'Ousmane Kamara. Donc vraiment on est content et très content et on est ravis. Et moi et la population, on est tous contents du fait que vraiment que ce découpage vraiment a eu lieu et que ça a trouvé naissance vraiment à notre quartier qui est Manguesari. Allah mouradi développé, Allah baraka sa mouradi marque, Allah ben yare marié, Allah marque sali Allah maman. L'avocat Maître Paul Yumba Kourouma alerte le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme sur l'état de santé de Toumba Diakité, détenu à la maison centrale de Conakry où il purge sa peine dans l'affaire des massacres de 28 septembre 2008. Son client développe une hernie de la ligne blanche depuis quelques années maintenant. Ces derniers temps, son état se serait détérioré. Selon son avocat, il demande d'ailleurs son évacuation sanitaire. Reportage Mamadou Tanouba. Maître Paul Yumba Kourouma tire la sonnette d'alarme sur la détérioration de l'état de santé de son célèbre client Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba. L'avocat déclare que son client mérite une évacuation sanitaire pour subir une intervention chirurgicale car les crises se multiplient. L'État sera responsable, il sera tenu responsable de ce qui arrivera à Toumba. Il sera tenu responsable, bien que vivant, de son invalidité quand il va sortir de prison. L'État doit savoir que le mal dont subit Toumba est de son fait. C'est une maladie d'ordre carcéral. Un homme qui est habitué au sport. Le président de la République fait le sport. Nos médecins sont performants, très performants. C'est la technologie qui manque. Mais pour la survie de l'homme de Toumba, mieux vaut qu'ils aient fait cette opération même par ultraviolet, des choses comme ça. Oui, je crois que c'est mieux. L'avocat Maître Paul Yumba Kourouma soutient que son client reviendra en Guinée pour continuer à purger sa peine à la fin de son traitement. Mais Toumba n'a rien à redouter. C'est-à-dire que l'État n'a même pas à s'inquiéter en ce qui concerne Toumba. On peut le renvoyer, lui accorder la faveur d'aller se faire traiter, mais Toumba n'est pas quelqu'un qui ressemble à un fugitif. Quand ils sont venus prendre les gens pour les évader, il n'était pas concerné. Il n'en était pas informé. Il n'a été informé que le lendemain. Condamné à 10 ans de prison, Toumba Diakité souffre d'une hernie de la ligne blanche. Les occupants de la plage de Lambagny sommet de libérer les lieux à l'immédiat, une nouvelle qu'ils ont reçue hier lundi contre toute attente. Sur place, ces jeunes et femmes disent ne rien comprendre de la situation. Khadija Kaba et Ousmane Kamara. Occupés par des jeunes et des femmes qui exerçaient leur petit commerce, ils ont été sommés de libérer immédiatement les lieux. Les cabanes de fortune sont aussitôt mises à sac,
sous la présence des agents de sécurité. Les occupants désespérés ne savent plus à quel sein se vouer. Kamara Cheikh Mokhtar, qui y réside depuis plus de 5 ans, parle d'un abus de force tout simplement. Pour la petite histoire, ce lieu-là n'est pas un lieu réservé. Ce lieu appartient aux autochtones de Lambani. Chaque lieu a des autochtones et il y a des lois même qui se trouvent dans nos règlements et tout. On ne peut pas se permettre de vendre. Je me permets de parler en ce sens, je ne suis pas francologue. Là, depuis la nuit des temps, et nous sommes béné, là, ça m'a béné. Il faut regarder jusqu'à présent, nos mamans viennent pêcher ici. Ce n'est pas un lieu réservé de l'État, ni rien. Mais c'est par la complicité de certains individus malfaisants qui ne veulent pas voir le bien de la jeunesse guinéenne, qui se sont permis de se mettre en complicité afin de venir retirer dans la main des jeunes ici. Surprise et abattue par le cours des événements, Guénab Keïta dit avoir bâti sa petite vie sur cette plage. Elle dit ne pas comprendre cette démarche. Diplômée depuis 2011, cette jeune dame est aujourd'hui déboussolée. Titanic fa na baiki ne mu bara fa be fa na fa bara baiki pa mu tanga na seraba sore etan na kan fa ki sore yamara na rena mu humma etan moi ne irato e rade ça na faute. Moi je n'ai aucun moyen et nous ne pouvons rien. Nous qui nous débrouillons sommes aujourd'hui au chômage après des millions d'investissements. Di moi côté na fa ya mu million na dépenser be nde donné reto mu yamu ga doni yan fide gibeta nyang afira utan na kan birindo na beki kere mu na mu yama na kan mu ga garande amu ya ti wora eta hamu fanga mu lu alo mu bore na rena travaux ma. Ces occupants qui indiquent n'avoir aucune information fiable appellent à l'aide pour sauver leur investissement. L'État est venu, ils nous ont pas prévenu ni rien, ils sont venus un coup, ils ont tout caché. Donc on demande à l'autorité de nous venir à l'aide, parce qu'on n'a pas là où aller. Il n'y a aucun étranger ici, on est tous des Guinéens, comme eux. Nous on a applaudi pour la jeunesse. La jeunesse est venue ici, c'est la jeunesse aussi qui nous détruit. Donc vraiment on demande à les autorités de nous venir à l'aide, d'aider nous. Nous Guinéens on souffre. Toutes nos tentatives pour avoir la version des agents trouvés sur place ont été vaines. Il déclare avoir reçu des consignes de tout dégager. Place à présent à notre rubrique consacrée aux personnalités qui ont marqué l'histoire de notre pays. Nous vous faisons vivre le parcours tumultueux d'un officier supérieur qui a marqué le régime de Sékou Touré, général Lansana Diané. C'est son nom, l'homme des hommes forts du premier président de la Guinée indépendante, arrêté après la mort de son mentor, emprisonné, puis exécuté à Kindia en 1985. Devoir de mémoire avec Abdallah Kamara. Lansana Diané est devenu l'un des chefs du Rassemblement démocratique africain, RDA, en Guinée dans la lutte pour l'indépendance en 1958. Lors d'une réunion en janvier 1957, il accuse l'Église d'avoir collaboré avec les autorités coloniales et déclare également qu'il faudrait se débarrasser de l'État et l'Église qui ne conviennent pas, selon lui, à la mentalité africaine. À son retour en Guinée, le général Diané est nommé gouverneur de la région de l'Abbé, où il est au service exclusif de Sékou Touré. Ensuite, gouverneur de la région de Kankan, puis de celle de Zérékouré. En 1960, le général Diané est le chef du contingent guinéen de l'opération des Nations Unies au Congo. Mais son unité est retirée par Sékou Touré après la mort de Patrice Lumumba au début de 1961. Le président guinéen considérant que les Nations Unies n'avaient pas suffisamment protégé le dirigeant congolais. En novembre 1965, il est nommé ministre de l'Armée populaire et du service civique.
À la suite de l'opération Vermeerte, en novembre 1970, Diané est capturé lors du raid, mais réussit à s'échapper. Au lendemain de cette invasion, de nombreux opposants à Sékou Touré sont arrêtés et emprisonnés au Kambouaro. L'officier supérieur participe activement aux simulations de procès et aux exécutions qui suivent. Il dirige notamment un comité révolutionnaire chargé de l'interrogatoire des prisonniers. Inspecteur général du parti, il fait partie, en mai 1972, des membres du bureau politique national qui accueille Fidel Castro lors de sa venue en Guinée. Du 24 juillet 1976 au 1er juin 1979, il est ministre de la Justice. Dans le cabinet formé le 1er juin 1979, il est nommé ministre de l'Armée populaire. À la mort de Sékou Touré, le 26 mars 1984, le gouvernement tente de conserver le pouvoir. Les rumeurs d'un coup d'État militaire ayant circulé, il envoie Diané au quartier général de l'armée le 2 avril pour tenter d'en dissuader les dirigeants. Diané attribue tous les abus à Touré, argumentant que ses ministres seraient morts s'ils s'étaient opposés à lui. Cependant, il échoue à les convaincre. Et cette nuit-là, l'armée prend le contrôle du pays. Le général Diané est emprisonné par le gouvernement de Lansana Conté après le coup d'État et exécuté à Kindia en 1985. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon style de programme sur KVTV. Au revoir.